Yo les amis, ici c'est Niops, le gars qui va vous parler de toutes ces pensées et propagandes qui tuent et freinent l'avancée, l'évolution des Noirs et des Africains en général. Parce que moi j'ai constaté que nous les Africains, nous sommes les champions en réappropriation culturelle et dénigrons nos propres cultures. Et souvent, nous voulons prendre ce qui appartient aux autres et ramener chez nous, croyant que pour les autres est toujours forcément bien, quoi. Donc c'est un constat et ce sont des sujets comme ça, des propagandes comme ça que nous sommes victimes, que je vais traiter. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans la vidéo, je vais parler de l'arrivée de l'industrie du disque occidental, des majors, comme on les appelle, en Afrique. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner le verdict. Donc avant de commencer, je vais d'abord analyser c'est quoi ces maisons de disques, qui gouvernent ces maisons de disques, quoi. Donc, comme je le disais, pour commencer, les maisons de disques viennent déjà de plus en plus en Afrique. On observe ça partout au Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Afrique du Sud. Parce qu'on se dit, ces disques, non. Ici en Europe, en Occident, tout est déjà saturé, le marché est déjà installé, ils ont déjà tout pris, ils ont déjà tout fait. Mais le grand Eldorado, le grand marché maintenant, c'est l'Afrique. Parce que là-bas, tout reste encore à refaire. Les artistes gagnent encore des miettes parce qu'il n'y a pas encore les réseaux de distribution élaborés. Les droits d'auteur n'existent pas. Donc, ils se disent que c'est un très gros marché, puisque le marché africain ne représente que 2% de l'industrie du disque mondial. Ce qui est peu. Et en termes de royalties, il ne rapporte que 0,2% des ventes dans le monde. Ce qui ne représente rien, quoi. Donc, en fait, là-bas, il y a plein d'argent à se faire. C'est donc pour ça que depuis les fins des années 2000, les maisons de disques telles que Sony, Universal ont pris le pas. Ils sont vite arrivés en Afrique. Ils ont commencé avec les P-Square et tous les Yemi Alade, les Whisky. Après, c'était les Davido, en ce qui concerne les Nigérians, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus évolués, parce qu'ils parlent déjà en anglais, ce qui est plus facile, ce qui est plus digeste pour le public américain qui peut consommer les sons nigérians. Donc, c'est ça. Donc, ce sont les premiers à arriver là-bas en Afrique, du côté du Nigeria. Mais Universal ne s'arrête pas là. Universal va plus encore s'étendre dans les pays francophones comme le Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là-bas, c'est aussi un gros marché. La musique ne fait que s'étendre. Mais avant de revenir sur la musique africaine, nous allons d'abord parler de l'industrie du disque et de ses rapports avec l'artiste américain là-bas ou bien en France ici. Parce qu'il faut rappeler qu'ici, c'est là où elles sont basées. C'est les maisons mères qui sont ici en Europe, en Occident. Donc, commençons d'abord avec les États-Unis avant de redescendre en Afrique pour comprendre bien le contexte de quoi est-ce qu'on parle vraiment. D'abord, nous les Noirs, nous sommes contents. On avait annoncé dernièrement que Jay-Z est devenu milliardaire à 50 ans. Et pour dire vrai, c'est une bonne chose. Il y a aussi son ami P. Diddy, qui est très proche d'être milliardaire, tout comme Dr. Dre, qui est aussi très proche d'être milliardaire. Donc les trois sont en fait des milliardaires déjà. Les Noirs ont applaudi, les Noirs américains étaient contents. Ils disaient qu'enfin, on a un tenant, on a un leader là, les leaders noirs, black excellence, c'est une bonne chose. Et moi, j'encourage cela. Mais est-ce que les Jay-Z, P. Diddy, Beyoncé, Dr. Dre, les Birdman, si on veut, sont vraiment les gars qui tiennent la culture américaine, la musique là-bas? Non, malheureusement, non. Parce qu'il faut constater que eux aussi sont des sous-fifres, des majors, comme Universal, Sony ou bien Interscope. Parce que Aftermath de Dr. Dre est par exemple signé chez Interscope. Bad Boy Records de P. Diddy est par exemple signé chez Sony. Ou bien encore Rock Nation, la maison de management de Jay-Z, est par exemple signé chez iHeartMedia, qui est un gros distributeur de médias qui s'implique dans l'organisation des concerts, la gestion des artistes, la musique urbaine. Donc ça veut dire c'est eux qui possèdent Rock Nation. Rock Nation n'est qu'une filiale de iHeartMedia. Donc vous voyez cela. Donc en ces termes-là déjà, Jay-Z, P. Diddy, Dr. Dre, les plus riches du game là, ne sont pas les tenants de la musique américaine. Donc eux-mêmes, ils prennent les ordres d'en haut. Ce qui est déjà un premier problème. Pourquoi? Parce que les Noirs ne peuvent pas véhiculer le message qu'ils veulent tranquillement. Les artistes ne sont pas les véritables responsables de la musique qu'ils vont produire au public. Ce qui est un problème. Il n'y a qu'à voir les tendances et les courants à travers le rap. Dans l'histoire, si vous suivez un peu l'évolution du rap. Au début, le rap était beaucoup plus revendicateur. Dans les années 80, quand il était en pleine expansion, il commençait à monter, la hype montait un peu là.
il était beaucoup plus revendicateur dans le sens où il dénonçait la rue, il dénonçait le système politique. C'était ça le rap, vous voyez. Donc le rap c'était rythme en politique. S'il faut définir le rap signifie rythme en politique. Il signifie que non, le rappeur s'inscrit dans une mouvance politique. C'est ça la définition même du rappeur. Mais avec le temps, dans les années 90, rythme en politique est devenu rythme en poésie. Maintenant, le rappeur est devenu une sorte plus de poète, comme c'est écrit. Quelqu'un qui sait juste jouer avec les mots. Donc c'est comme ça déjà que l'industrie a pu déjà détourner un peu l'objectif du rap. Ce qui n'est pas une si mauvaise chose. Parce que moi, j'écoute de la musique. Je ne suis pas là forcément à dire, hein, on a dit quoi ici? Non, il a dit quoi? Non, on n'analyse pas toujours les mots. On veut seulement être dans une vibe. Ou est-ce que je veux dire, on veut seulement kiffer ce qu'on fait en danse. Oui, c'est qui est bien. Mais est-ce que c'est toujours bien si tout le monde part dans l'ambiance? Là, je laisse encore le débat dans les commentaires. Dites-moi, vous préférez quel style de rap? Les lyricistes ou bien les ambianceurs? Dites-le moi en commentaire. Donc c'est comme ça déjà que le courant du rap a un peu changé, un peu d'objectif à travers le temps. Même s'il y a encore certains lyricistes comme les J. Cole ou bien les Kendrick Lamar. Là n'est pas le sujet. Donc c'est comme ça, comme je disais, les tendances sont venues dans le rap. Et c'est les maisons de disques qui incluent ces tendances. Il n'y a qu'à voir dans les archives. Quand on dit par exemple, qui a lancé le jazz aux États-Unis, on va vous dire, c'est Interscope qui a lancé le jazz aux États-Unis. Ce que je ne sais pas qui est vrai. On va vous dire, c'est Interscope qui a lancé le jazz. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Qui a lancé le R&B dans les années 80 aux États-Unis? On vous dira, c'est Atlantic Records qui a lancé le R&B. Vous voyez que c'est un deuxième problème. Pourquoi? Parce que la musique, la culture noire, c'est le R&B, c'est le jazz. Mais qui les a lancés? Dans les archives, quand vous lisez dans les documents, on vous dit, ce sont ces maisons de disques-là qui ont lancé les courants qui appartiennent aux Noirs. Donc, en deuxième point, en ce qui concerne la musique aux États-Unis, je vais vous parler aussi de ces tendances-là, comme les dreadlocks, les face tattoos, les tatouages sur tout le corps, vous voyez un peu. Et c'est Lil Wayne qui est venu plus avec ça. C'est pas Lil Wayne que l'industrie s'est basée pour lancer cette tendance-là où tous les rappeurs vont entrer dedans. Parce qu'après Lil Wayne, il y avait Waka Flocka Flame qui a permis à ce que le truc se répande plus facilement. Il y avait Waka Flocka Flame. Et ensuite, on voit tous les Lil. Les Lil aujourd'hui, c'est les Lil TK, les Lil Uzi Vert, les Lil Xan. Vous voyez, Lil Xan, par exemple, son nom est basé sur le Xanax, qui est une drogue dure. Donc, il n'a même pas peur de se réapproprier le nom d'une drogue et coller à son étiquette. Moi, je vous dis, plus le rap, l'industrie de la musique américaine se rend compte que tel courant, tel autre courant rapporte de l'argent, ça va nous faire plus de profit. Eux, ils n'auront jamais du mal à vous dire que mon ami, voici la ligne éditoriale, voici la ligne musicale qu'il faut suivre ici. Vous voyez? Donc l'artiste va seulement subir. Il ne voudra pas jouer ce qu'il va jouer. Donc ça va être la nouvelle tendance. Tout le monde va entrer dans cette tendance. Si tu n'es pas dedans, c'est bizarre. Vous voyez un peu. Donc il y a tout ça. Il y a Lil Wayne qui arrive avec cette tendance-là. Et aussi une troisième chose, qui est le fait que les artistes, la féminisation du rap. Parce que la féminisation, c'est un courant dans la musique là qui consiste à dire quoi? Que les hommes aussi, tous les hommes, ont une part de féminité. Même les rappeurs ont une part de féminité. Vous croyez que quoi? Que nous aussi, on n'a pas de ressentiments. Donc c'est comme ça qu'ils vont parler. Et c'est comme ça qu'on va voir avec les rappeurs d'aujourd'hui. Tous maintenant sont un peu féminisés. Féminisés dans le sens où ils vont porter les robes. Rappelez-vous de Yonteur qui porte la robe là. Ça avait fait un gros buzz. À l'époque, il s'était fait connaître comme ça. Avant même qu'il entre dans le Rich Ring. Vous voyez un peu, il y a Yonteur qui portait la robe. Il y a surtout la bise de Lil Wayne. Lil Wayne à Birdman. On voit ça dans une vidéo. Il avait fait une bise, la centrale, mon frère, à Birdman. Tout ça, c'est les codes, c'est les messages subliminaux pour montrer que non, c'est comme ça. Et en plus, dans le texte, en termes lyriques, les artistes américains sont tous devenus des émotionnels. Parce que chez nous, dans la culture américaine, dans la culture noire, il n'est pas facile pour un garçon. Quand on éduque un garçon, on ne lui dit pas non, il faut toujours dire tes sentiments comme ça. Si tu as mal, il ne faut pas dire toujours que tu as mal. Si une fille, tu aimes une fille de telle façon, elle t'a blessé, il ne dit pas toujours. Parce qu'il y a la notre fierté à nous, les garçons. Mais maintenant, dans les sons, en termes lyriques, c'est tous des émotifs. Tous qui parlent comme les filles, ils n'ont plus honte de le dire dans les sons. Il n'y a qu'à suivre les sons de Future, les sons de beaucoup d'artistes Future parce que c'est plus peut-être big. Vous voyez un peu. En troisième mode ou bien quatrième mode, je ne sais plus, il y a l'arrivée de la trap music, c'est-à-dire ce courant musical. Parce que, comme je vous dis, les maisons des disques surfent sur les courants et la mode du moment. Tant que ça rapporte du profit, ils vont vous dire, mes amis, mettez vos valises là-bas, c'est là-bas qu'on va. Laissez-nous nos messages du quartier que vous allez changer la rue, la vie du ghetto. Mon frère, ça ne vend pas.
Vous voulez jouer des moralisateurs ici, on n'a pas besoin de ça. Donc les Kendrick Lamar, les Joyner, Lucas, les J. Cole sont quelques exceptions qui font le rap. Le rap, les filles sont de plus lyricistes là et qui vendent beaucoup d'albums en même temps. Hein, au milieu des gars qui aiment beaucoup faire la fête, qui racontent plus les armes, la drogue dans les musiques, qui cartonnent. En fait, eux ils font des exploits énormes jusqu'à vendre même plus que. Donc comme je disais, les gars vont revenir avec la trap music. Parce que la trap music c'est un sous-courant du rap qui était né dans les années 90, qui va revenir au sommet de son art dans les années 2010, surtout en 2011 avec la sortie de la mixtape, de l'album de l'autre, comme il s'appelle, Future, qui va sortir Dirty Sprite, qui va être vraiment une entrée en scène, c'est-à-dire un truc référence dans la trappe. Vous voyez, Future va venir avec, et la trappe, il faut savoir que les codes de la trappe, c'est quoi? C'est parler beaucoup plus de jam. Non, pas de jam, parce que là-bas, c'est les drogues légères. De parler plus des drogues dures, c'est le Xanax, c'est-à-dire le scissor, la ligne, la codéine, c'est-à-dire ces grosses drogues-là. C'est de ça qu'il dit. Quand vous suivez même les sons de Future, vous parlez de codéine, crazy. Il a un titre qui porte le nom de codéine. Quand vous suivez ces sons là où il y a Amber Rose là à l'intérieur, c'est un son dans lequel il a été critiqué. Mais comme il a tellement été critiqué, donc il a en train de passer des mauvais messages aux jeunes, il a en train de détourner la jeunesse, que des millions, des milliers de personnes meurent aux États-Unis à cause de la consommation de drogue. Il a tellement été critiqué par les artistes et tout, et par le monde, par les blogueurs, que le gars va revenir avec le son mask off, comme pour dire, j'ai retiré mon masque, j'enlève mon masque. Vous avez dit que c'est moi qui est en train de tuer les jeunes dans la rue. Attendez, alors je vais vous montrer le corriger maintenant. Le gars fait mask off. Là où dans les titres, on peut entendre Percocet. Moi, les Percocet, vers le refrain, ça ce sont des drogues dures. Pour vous dire que je vais vous montrer le corriger de tout aussi. Vous allez voir. C'est-à-dire, il est passé alors avec Amber Rose. Et dans le clip, on voit un monde chaotique. On lance les cocktails Molotov. Donc, pour dire c'est le chaos, c'est lui qui crée le chaos là et j'assume. Donc, c'est comme ça que si tu vas venir avec mask off là en 2017. Donc c'était une parade. Comme je disais, on quitte sur la trap music. On arrive maintenant sur les artistes féminins. Parce qu'avec Rihanna, regardez un peu comment les maisons de disques ont fait. Parce que Rihanna change de direction artistique. Elle est venue vers 2005-2006 par là, avec les fonds de hip, de DJ et tout ça. C'était bien, je trouvais que c'était bien. C'était le son, la dance floor, le reggaeton, style reggaeton, des Barbares et tout ça, des îles là, non, des États-Unis là. Je trouvais ça bien. Mais il faut savoir en même temps que Rihanna va être signée dans la maison de Jay-Z. Et Jay-Z sera même président de Def Jam, filiale de Universal Music Group. Donc c'est là-bas donc que Jay-Z aura l'astuce avec son collectif, fait pas lui seul. De dire à Rihanna, bon, tu es arrivé ici, ton style là c'est bon, reggaeton c'est bon. On a déjà eu les Cardinal Official avec les icônes à l'époque qui ont buzzé. Mais toi, tu vas plus venir avec ton style, on va te changer ça. Tu vas ressembler plus, tu vas faire plus de dance floor à l'américaine. Tu vois, elle va changer. C'est comme ça qu'on va voir dans Umbrella, ou bien dans S&M, ou bien dans plusieurs choses, ou bien dans Road Boy. Vous voyez que c'est des styles différents, dans les trois catégories différentes, selon les tendances du moment. Donc, la musique, l'industrie du disque, la maison de disque va dire, selon la tendance du moment, Rihanna, adapte-toi comme ça. Selon telle tendance, si c'est le dance floor, fais ça. Si c'est le plus pop, classique, fais ça. Donc Rihanna va s'adapter puisqu'elle est très très talentueuse à ces différentes façons. Et remarquez bien, elle va aussi être très très aguichante, provocatrice, très jolie. Ça sera déjà, Rihanna était plus une fille de lycée quand elle venait au début, mais maintenant c'est une tigresse en fer. Elle te griffe. Mais je ne veux pas dire Rihanna qu'elle va se placer moitié dénudée avec le piercing au bout des tétons et tout ça. Je ne vais pas dire que non, Rihanna, non, je ne regarde pas. Rihanna, qu'est-ce que tu fais là? Chante seulement. Hein? Non, je veux bien écarquiller mes gros yeux là. Il faut regarder aussi. Je veux me rincer les yeux. Mais au fond, est-ce que c'est une bonne chose qu'on fasse cela à Rihanna? Parce que Rihanna, à l'époque, elle avait déjà une fortune peut-être de 150, 200 millions de dollars. Est-ce qu'elle avait besoin de faire ça? Ça fichait peut-être dans Beach One Money et tout ça avait un billet de 50 dollars posé sur son sexe en plein soleil. Est-ce qu'elle a besoin de tout ça? Ou bien dans midi et demi, où elle se place devant un miroir comme ça, devant la vitrine là, sa robe est transparente, on voit ses seins. Elle n'en a pas besoin. Elle a traversé ce cap-là. Mais quand l'industrie voit qu'elle est sexy, et que cela va encore plus attirer et faire parler les gens, ils vont dire, fais ça, Rihanna. Et c'est malheureux, tu vois. Donc, regardez un peu comment la carrière de Rihanna a changé en bien. Elle a eu plus de succès. Mais est-ce que c'est bien au fond pour l'artiste? On se demande parce que les artistes là, les maisons de disques là vont revenir avec cette même pensée un peu en Afrique. Voulant faire ça en Afrique, je vous le dis. Donc, il y a eu cela. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur les États-Unis et l'Europe. Parce que sinon, on va faire 2 nuits là.
Je vais juste évoquer encore le cas Maître Gims ou bien Aya Nakamura, qui sont les figures noires les plus prépondérantes selon moi ici en France. Car Aya Nakamura est presque la seule artiste noire française qui connaît un buzz aussi important. C'est presque la seule vitrine noire qui existe. Donc, ça sera l'exemple, la seule référence noire pour la jeune fille. Donc, par conséquent, la jeune fille noire qui regarde Aya Nakamura, elle voit quoi en Aya Nakamura? Elle voit une fille qui a les fonds de teint, longs cheveux, qui s'habille à l'occidental, qui parle occidental. Bref, les codes de l'étranger seulement. Vous voyez un peu, je dis de l'étranger parce que même un noir africain, en France, est africain, malgré la nationalité. Donc, la fille va prendre pour référence Aya Nakamura. Donc, mais Aya Nakamura, elle a un style beaucoup plus occidental. Elle aurait pu avoir le style africain, se vêtir en africain, parler plus en noir africain, ne pas trop lisser les cheveux. Vous savez, ces codes-là. Mais la blonde dit que puisque c'est toi qui représentes les femmes noires, et tu es en haut de l'échiquier de la musique ici en France, concernant les femmes, on va se servir de toi pour faire passer nos messages de propagande qui consiste à ce que vous ressemblez aux blancs, sinon vous n'êtes pas assez beau. En gros, c'est ça, j'ai fait simple, mais en gros, c'est ça. Mais revenons maintenant sur Maître Gims. Maître Gims aussi, un artiste signé chez Universal. Il est signé chez Universal, mais lui aussi, remarquez au début des années 2008-2009, quand il est avec la section d'assaut, ils font du vrai hip-hop là. Ça cogne, ça rappe dur, ça rappe. Contrairement à maintenant, là où il y a l'autotune, que j'ai oublié de mentionner dans la partie américaine là, parce que c'est T-Pain qui popularise grandement l'autotune vers les années 2006-2007, quand il fait les refrains de presque toutes les chansons du game. Donc, parce que l'autotune, c'est un logiciel d'audio qui fait en sorte que l'artiste, le rappeur peut changer sa voix en chant. Vous voyez un peu, ça se voit avec les Travis Scott, ça se voit avec les Young Thug, ça se voit avec les Post Malone, ça se voit aussi avec les Igor, les Tyler, the Creator. Donc on ne sait plus si vraiment c'est du vrai rap, mais il y a encore des percussions rap derrière, mais en gros, ils chantent. Non, du tout que c'est du rap. Or, ça ressemble plus à de la variété. Donc, pour revenir sur Maître Gims, je vais dire, Maître Gims se rappait avec la seconde version, il rappait. Même quand il chantait, ça restait encore du chant ainsi. Mais à partir de 2015, quand il y avait Mon cœur avait raison et tout ça, on remarque déjà que il venait un peu se détacher. Certes, il garde son originalité sur une partie, parce qu'il y avait les parties bleues, parties violettes, parties rouges et tout ça. Il gardait un peu son... Mais dans une autre partie, il voulait un peu entrer dans la variété. Mais à partir de 2007-2017, on a la pilule violette, là, non, là, il entre dans la variété française pure. Pourquoi? Parce que la maison des disques constate que c'est les blancs, la population étant de majorité blanche, consommant beaucoup plus de dance floor, la variété française. Il faut que Maître Gims, le gars le plus gros vendeur de France, celui qui fait les disques de diamant là, celui qui fait les disques de platine en Italie, en Espagne, on ne parle même pas le français, mon frère. Il faut qu'on utilise Maître Gims pour faire encore plus monter la hype autour du dance floor, du style qui nous plaît à nous les Français, les blancs qui sont les plus nombreux. Donc c'est comme ça que Maître Gims va entrer dans ce courant là, et je me dis imposer, parce que ce n'est pas lui qui veut forcément, il voudrait peut-être être hip-hop, mais quand lui-même il entre dans le style, il s'affiche en t-shirt, en disant un autre rappeur, comme pour dire que non, il ne fait pas juste le rap, il est artiste, parce que beaucoup de rappeurs se réclament de ça maintenant. Je ne suis pas juste un rappeur, comme pour dire ne m'enfermez pas dans une cage, je suis artiste. Mais tout ça concourt à quoi? Tout ça concourt à la disparition du rap finalement. Parce que si tout le monde dit que je suis artiste, je ne suis pas rappeur, ça veut dire que le rap disparaît, et ce qui n'est pas bon. Donc en gros, si on peut déjà changer ça sur Maître Gims, ça veut dire qu'on peut changer ça sur plein d'artistes africains. Car remarquez, les maisons de disques ou occidentales, les majors, comme on le dit, ont commencé à venir en Afrique à la fin des années 2000, début des années 2010. Les premiers c'était les P-Square, les autres c'était comment on les appelle, les Yemi Alade, les Tiwa Savage, les Wizkid, bref, en ce qui concerne le monde anglophone. Et ils se sont aussi établis dans le monde francophone maintenant. Chez les Camerounais, par exemple, les rappeurs Mix, Tenor, que j'aime beaucoup, qui sont très talentueux, qui sont signés chez Universal. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a, je crois, Kif Nobi, qui est aussi signé Danny Major, et tout ça. Bref, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Mais avant de continuer, je vais vous dire que je vais commencer d'abord par les éléments positifs. Parce que on va tout critiquer. Je vais parler du fait que, comme j'ai critiqué les industries, les majors dans le monde occidental là-bas, disant que les Africains, les Noirs plutôt, n'étaient pas les tenants. Ce n'était pas eux qui voulaient vraiment diriger la musique de telle ou telle façon. C'était plutôt les majors qui les obligeaient, entre guillemets, d'adopter un style musical courant qui était plus gagnant, qui rapportait plus d'argent. Il ne s'agit pas de dire la même chose ici pour les Africains. Mais parce qu'il y a en fait des avantages aussi à être signé chez les majors. Comme premier avantage, je trouve d'abord qu'il y a la reconnaissance de l'artiste à l'étranger.
Parce qu'une major, quand elle arrive pour signer un Africain, l'Africain va gagner plus en reconnaissance à l'étranger, ça c'est clair. Il va faire des spectacles, il va remplir des salles où il ne remplissait pas. On va afficher, regardez pour Fally Ipupa. Quand Fally Ipupa doit faire un concert ici en France, on affiche partout dans les grandes gares, dans les métros, partout Fally Ipupa est en tête d'affiche. Mais je ne suis pas sûr que si Fally Ipupa était resté, il faut rappeler que Fally Ipupa est signé chez Universal. Je ne suis pas sûr que si Fally Ipupa était resté dans sa maison de disques purement africaine, elle aurait eu les moyens promotionnels de le faire à la façon dont les majors le font. Ça aurait peut-être coûté trop cher. Fally Ipupa n'aurait peut-être pas rempli les salles qu'il remplit en France. Peut-être. Donc c'est un point positif pour l'artiste africain qui veut s'étendre à l'étranger. C'est un gros point parce que les majors ont beaucoup plus d'argent. En deuxième point, il y a le fait de l'argent, il y a le cachet. Parce que quand on signe un artiste africain, il ne faut pas se mentir, c'est minimum $1 million comme ça. Davido, par exemple, c'était 1 million, je pense, Franco aussi, $1 million. C'est déjà beaucoup pour un artiste africain, mon frère, sachant que les droits d'auteur n'existent presque pas, ou bien n'existent même pas. Ils ne comptent que sur YouTube pour les rémunérer. Et YouTube, c'est très peu d'argent, mais ils comptent surtout sur les tournées à l'étranger. C'est les tournées qui rapportent l'argent et les partenariats avec les entreprises. Donc quand une maison de disques vient à te tourner, te signer comme ça, gars, tu deviens multimillionnaire en France, c'est ce qui est bien pour l'artiste. Il gagne plus d'argent, ça lui fait donc plus d'argent pour ses projets, plus de matière à investir dans ses projets et ça fait toujours bien pour la culture africaine. Donc ça, c'est les points positifs que je trouve. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux points positifs que je trouve à l'arrivée des majors en Afrique. Mais quant aux points négatifs, il y en a tellement. Il y en a tellement des points négatifs, donc ça donne déjà un peu mon positionnement sur ce débat. Les points négatifs déjà, moi je voulais dire en premier lieu, c'est la productivité de l'artiste. Parce qu'il faut savoir, l'artiste qui est signé dans une major, si un artiste par exemple, comme Tenor, faisait peut-être 4, 5 sons par an, 5 vidéos clips par an, ça c'est un exemple, hein. Il va commencer, comme il est chez un major, à faire 1 voire 2 clips maximum par an. Pourquoi? Cela est dû au fait que si Maître Gims, comme Maître Gims est signé par exemple sur Universal, tout comme Tenor, la major va mettre tous ses moyens sur l'album de Maître Gims. Parce que Maître Gims, lui, il est habitué à vendre, il fait des disques de diamants. Le gars rapporte tellement d'argent là-dedans, mon frère. Il est difficile de passer à une autre personne. Parce que Maître Gims, c'est le maître. On va dire à Tenor que non. Faisons d'abord l'album du maître. C'est Maître Gims. Donc ils vont tout capitaliser là-bas. Et comme Maître Gims déjà n'est pas le seul artiste de Universal en Occident, il y a beaucoup d'artistes. C'est comme ça qu'ils vont prioriser les artistes de l'Occident, puisque ici, le streaming, ça fonctionne. On achète encore les CD. À la différence de l'Afrique où ça n'existe pas. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, ça rapporte beaucoup plus et plus facilement de l'argent ici. Donc, on va donc dire à cet artiste africain attends d'abord que le grand là finisse. Et une fois même que ce sera fini, on va lui dire que bon, tu voulais encore sortir quoi là? Un seul vidéoclip, même pas un album, mais un seul vidéoclip. Avant que l'artiste va dire oui, ok, on va programmer ton vidéoclip en fin d'année. Pour mettre qui sort peut-être en juin, pour toi, c'est en fin d'année. Donc, il est obligé d'attendre. Et pendant qu'il attend, la concurrence n'attend pas. Hein. Les artistes locaux là qui ont la rage de se faire reconnaître par le public, eux ils vont pomper les sons, ils vont lancer les freestyles, ils vont sortir les sons, 4 sons l'année. Pendant ce temps, l'artiste qui sera chez les majors va sortir un seul son l'année. Donc c'est un gros problème de productivité. Donc il perd avec la concurrence. Vous voyez, donc moi je trouve que c'est un gros problème. En deuxième problème, il n'y a que le discours de l'artiste qui est signé chez une major risque de changer. Donc il va perdre en originalité, ce que je voulais dire, il va perdre en originalité. Dans le sens où, quand il m'ajoute ici, remarquez bien le discours des artistes, ils vont dire, moi c'est Gucci, moi c'est Hilfiger, moi c'est Maserati, moi ils mettent des Cyrock dans leur son, ils mettent des filles, donc tout ça, donc le discours change. Et en fait, l'argot, il faut savoir qu'il y a l'argot dans les sons aussi. Au Cameroun, il y a par exemple le franc-anglais qui est un argot utilisé par toute la jeunesse. Ou en Côte d'Ivoire, c'est par exemple le Gucci. Donc quand un rappeur va parler en franglais, on va lui dire que non, stop un peu tes phrases en franglais là. Parle plus en français parce qu'il faut qu'il soit audible vers le public occidental dans lequel sa major est installée. Donc il faut qu'il soit audible avant pour vendre là-bas. On va dire stop un peu avec ton franglais, on ne comprend pas. Stop un peu avec ton outil là, on ne comprend pas trop. Donc il va perdre en originalité de ce point de vue là. En troisième problème, je trouve que l'artiste africain signé chez les majors va être contre son gré un produit d'un service au service d'un service marketing. Vous voyez un peu, dans le sens où il va mettre les Cyrock, il va mettre les marques étrangères, il va mettre des trucs qui n'ont rien à voir avec l'Afrique.
rien à voir. Et c'est comme ça qu'il va mettre en avant les filles qui ne ressemblent même pas souvent aux africaines. Regardez peut-être dans l'équipe de Fally Ipupa, sans taper sur Fally Ipupa, ou bien sur d'autres artistes africains signés dans les majors. Ils vont commencer à mettre des filles métisses peu à peu parce que c'est plus digeste pour l'Occident. Plus digeste de voir les filles métisses à l'écran. Ils ne veulent pas les filles typiquement noires comme moi. Non, non. Ils veulent les filles métisses, longs cheveux, les mèches à la Aya Nakamura. Là, ça passe plus pour un blanc. Puis, ils veulent même les blanches dans les clips. Vous allez voir la fille qui passe souvent à côté de l'artiste pendant que l'artiste marche là dans le clip. Ça sera une fille blanche. Et ça renvoie quoi comme message? Ça renvoie au message de la jeune africaine qui regarde, ou bien du jeune homme qui est complexé, que en fait, la belle femme, c'est la femme que tu vois à l'écran, puisque ton artiste déjà est en train de faire passer cette femme à l'écran. Ça signifie que c'est ce qu'il aime, c'est le style de femme qu'il désire. Donc, à plus forte raison, si ton artiste aime cela, pourquoi toi qui n'es même pas reconnu là, tu vas aimer un autre style? Ça veut dire que tu n'es pas à la mode, puisque l'artiste est un promoteur, c'est lui qui fait la mode. Tu vois? Donc c'est un problème un peu auquel les artistes africains seront confrontés, malheureusement. Quatrième problème, c'est que les artistes africains qui sont signés chez les majors vont souvent chercher à ressembler eux-mêmes comme les femmes aux artistes européens. Parce que souvenez-vous de Davido. Davido est signé chez RCA Records, qui est une filiale de Sony. Davido, quand il va être signé chez RCA aux alentours de 2010 comme ça, on va lui dire que ici, mon frère, la star, c'est Chris Brown. C'est le gars qui fait tout. C'est le nouveau Michael Jackson. Donc, si tu veux briller ici aux États-Unis, parce que pour les Nigérians, il est beaucoup plus facile de s'exporter aux États-Unis. Et ils sont dans la tentative de conquérir le marché américain depuis des années, depuis l'époque P-Square et tout Baba. Tu vois un peu. Donc, parce qu'ils parlent déjà anglais, donc ils ont un avantage dans ce sens. Donc, quand ils sortent un album, ça sort directement même aux États-Unis. Parce que là-bas, on peut streamer, on peut acheter le CD. Ça sort directement aux États-Unis. C'est dit comment les Nigérians ont déjà de l'impact. Donc, quand Davido arrive chez RCA Records, il dit que mon frère, c'est Chris Brown, le Breezy, là, c'est lui la star. C'est le nouveau Michael Jackson. Fais comme lui si tu veux vendre ici. Davido ne sera pas trop d'accord. Parce que donc, vous dites, Davido est né à Atlanta, donc c'est aussi un Américain, mais de parents nigérians. Mais quand il les voit comme ça, il s'est toujours réclamé africain et fier. Regardez dans les clips Aïe et tout ça, où il est au village, il est dans les champs de manioc, il est habillé en africain dans ses clips. La plupart de ses clips, il est toujours habillé en africain. Donc Davido a toujours gardé cette originalité africaine-là. Il en est fier. Quand il arrive de chez RCA Records, on lui dit non, ça ne peut pas fonctionner ici. Fais plutôt comme ça, pour que ça fonctionne aux États-Unis. Malgré lui, il va un peu accepter. Parce que le résultat de ça, c'est que, regardez un peu un clip de Davido avec featuring Meek Mill, un rappeur américain, c'est bien. Il presse le diable avec les rappeurs étrangers, c'est une bonne chose. Mais en soi, le clip, la chanson, rappelle plus les beats de l'Occident. Ce n'est pas un style de rap africain, ça. C'est un style de rap américain. Mais réalisez un peu, remarquez un peu l'exploit que Davido a pu faire sur le clip. Il a ramené le couscous dans le clip, comme pour dire que, malgré que le son là ressemble à un son américain, moi, il veut vous montrer que c'est un africain, puisque le couscous, c'est un plat de chez nous. On le voit bien dans le clip. Avec une servante qui vient lui servir du couscous à la table, parce qu'il veut vous rappeler qu'il est toujours africain. C'est ça que j'aime chez Davido. Donc, en fait, c'était juste un moyen de vous montrer un peu comment la maison des disques, la major, veut te faire à tout prix adopter les codes que eux, ils ont l'habitude d'utiliser en Occident, au détriment de l'Afrique. Et ça change l'Africain. Ça fait un peu que l'Africain se détourne, perd en authenticité. Il n'est plus lui-même. Déjà par le discours, et en plus par le langage, et en plus par le message qu'il véhicule dans le son, ou bien par ses vidéos. Donc c'est ça, tout cela, ils perdent en originalité. C'est donc ça. Ce qui fait donc une conséquence majeure parmi les 4 reproches que je vous ai dit. C'est que déjà, le public africain va se sentir délaissé. Imaginez-vous un Africain qui parlait plus autochtone, plus en partout, si on peut dire comme ça. Il avait l'habitude de traiter des thématiques purement africaines dans ses sons. Donc quand il parlait d'une thématique, un Africain qui suivait le son reconnaissait facilement de quoi il parle. Mais maintenant que la major va venir, il va changer de discours un peu. On ne va plus remarquer foncièrement ce qu'il dit, puisqu'il va adopter l'argot de l'étranger. Il va parler plus des problèmes qu'il parle de l'étranger. Ça sera d'une manière nuancée. Donc le public va se sentir délaissé dans le sens où il ne se reconnaît plus dans la production, dans la musique que l'artiste va proposer. Et ce qui est mauvais pour l'artiste en premier et pour nous en général, dans le sens où nous allons perdre des talents comme ça. Et nous, le public, on est habitué à consommer africain. Comment se fait-il que toi, tu es africain, tu viens avec un style des blancs? Si on veut suivre les blancs, allons directement suivre les Américains et les Français. Mon frère, on n'a pas besoin d'un Français camerounais encore ici. On n'a pas besoin de ça. Donc c'est donc comme ça que l'artiste, sur le temps, va perdre. Mais s'il faut penser à courte échelle ou bien à échelle individuelle, je pense que l'arrivée des maisons de disques, c'est un bien. C'est un bien dans le sens où
l'artiste, à titre individuel, il y aura un ou deux artistes qui vont toujours progresser, qui vont toujours avoir du succès. Mais à échelle globale, est-ce que ça va faire plus de bien ou de mal? Je pense que ça va faire plus de mal que de bien. Parce qu'à échelle globale, beaucoup d'artistes vont se perdre comme ça. Ils ne vont plus produire assez, ils vont perdre en authenticité, leur discours va ressembler à autre, ils vont lancer des propagandes des autres avec les marques de whisky, de vin et tout ça qui n'appartiennent pas à l'Afrique. C'est comme ça qu'il va se perdre dans tout ça. Tu vois un peu D'banj, aujourd'hui qui était signé chez Good Music, de Kanye West, il est porté disparu. Il y a des artistes comme ça. Il y a par exemple les Tours de Gars qui brillaient avec les TBD. Leur succès a diminué. Même Tenor que j'apprécie, qui est puissamment talentueux, dont l'album arrive là, ça a fortement diminué. Il y a l'album Les Kiff No Beat. Un peu, le discours a commencé à un peu changer. Vous voyez, Fally Ipupa, il y a des chansons où il chante là. Ce n'est plus la rumba congolaise, c'est un style beaucoup plus occidental et tout ça. Donc vous voyez que c'est l'empreinte là des maisons de disques sur les artistes africains. Donc c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui les amis. Dites-le moi en commentaire si vous approuvez oui ou non les maisons de disques en Afrique. Tout compte fait, il n'y a pas que des points négatifs. Même si je trouve que les points négatifs sont plus nombreux, il y a aussi des points positifs, comme j'ai relevé là. Donc, si Jay-Z déjà, qui a les Rock Nation, les P. Diddy, qu'on n'est pas trop, sont les plus big aux États-Unis, ce sont les Noirs, mais que eux-mêmes, ils tiennent leurs informations, ils tiennent leur courant, leur fil artistique, le fil conducteur vient d'en haut encore, ça veut dire qu'il y a un petit problème déjà, parce que Jay-Z avait son Rock Nation. Il y a iHeart Media qui a une plus grosse maison de production audiovisuelle qui produit les festivals, les concerts, qui est dans la musique urbaine, qui va dire à Jay-Z de Rock Nation là que non, faites plutôt comme ça, adoptez plutôt tel code, parce que c'est ça qui fonctionne. Ça signifie que nous ne sommes plus propriétaires de notre propre musique. Il n'y a qu'à voir aussi dans les cérémonies. Dès qu'une blanche fait de musique et tout, elle gagne facilement 7 Grammy Awards, 7. Les Adele gagnent 7, Taylor Swift 7. Regardez la petite Billie Eilish, la petite là, 19 ans. Elle vient comme ça, elle gagne des Grammy Awards, des Brit Awards, comme ça, facilement. Mais quand c'est une noire, il y a du mal. Même BET, la chaîne BET Entertainment a été rachetée. C'était une chaîne Black Entertainment, donc c'était une chaîne de noirs, mais elle a été rachetée. Tout ça, est-ce que c'est tous les noirs qui détiennent leur propre musique, leur propre culture, ou bien est-ce qu'ils sont en train de suivre la mouvance du patronat, des grands, des majors là? Moi, je pense plutôt que c'est ça. Ils sont victimes de la mouvance du patronat et des courants qui passent pour l'instant juste pour du profit, au détriment de la culture et de l'originalité de la musique telle qu'elle devrait être. Donc, mes amis, c'était un peu ça. Si vous pensez que les artistes africains ont plus de chances d'être signés là-bas, je ne sais pas. Il n'y a que le temps qui nous le dira. Bref, laissez votre commentaire, votre avis. Moi, je serais heureux de vous lire. Et dites-moi aussi, abonnez-vous. Niops, vous vous abonnez sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, c'est gratuit. Quand ça sera alors payant, un jour, vous allez faire comment? C'est gratuit. Et aussi, abonnez-vous, partagez la publication.